Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Le président Trump donne tellement d'incitations aux pays du Sud global pour s'unir. C'est assez incroyable en fait. Si Trump peut rapprocher la Chine et le Japon, alors tout devient possible. Nous en parlerons dans un instant. Biden a uni la Russie et la Chine, ce qui allait à l'encontre de la politique étrangère suivie par les administrations américaines depuis des décennies. Et maintenant, nous sommes en train d'unir la Russie, la Chine et l'Iran et peut-être d'intégrer d'autres acteurs dans le processus. C'est donc remarquable. Presque chaque semaine, il se passe quelque chose qui envoie un signal au reste du monde, qui fait dire au reste du monde « oui, il est temps d'unir nos forces ». Et même les relations auparavant calmes et distantes connaissent un certain regain. C'est vraiment formidable, c'est même surréaliste en fait à quelle vitesse cela se produit. Vous vous souvenez peut-être que lors de mon récent entretien avec un expert des BRICS, Jaroslav Lisovolik, il a souligné que lors de sa visite au Brésil ce printemps, il y a seulement quelques mois, à l'occasion d'une réunion des BRICS, l'union des forces pour contrer les tarifs douaniers du président Trump figurait en tête de l'agenda du bloc des BRICS. Donc, cela se passe bel et bien. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. C'est une occasion unique. Et bien sûr, le déclencheur venant des États-Unis pourrait, d'une certaine manière, être, vous savez, on pourrait dire, une bénédiction déguisée, dans le sens où cela pourrait enfin être l'un de ces facteurs qui poussent le Sud global vers une plus grande coordination en matière de politique commerciale. Eh bien, cette semaine, nous avons droit à une nouvelle dose de réalité. Dans un développement géopolitique et économique majeur, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les 10 États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN, ont publié une déclaration conjointe soulignant leurs objectifs communs de réduire leur dépendance au dollar américain. Et oui, la dédollarisation non seulement se poursuit, mais elle s'accélère, avec pour but de renforcer la résilience régionale. C'est une démarche très importante. Bien sûr, je suis certain que nous n'en entendrons pas parler de sitôt dans les médias occidentaux traditionnels. La déclaration a été publiée le 4 mai lors de la 28e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN. Le bloc de l'ASEAN est en fait représenté par les pays suivants. Vous pouvez les voir à l'écran en ce moment. Lorsqu'on les combine avec les économies de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, cela représente des milliers de milliards de dollars d'échanges et d'investissements chaque année. Rien qu'entre la Chine et l'ASEAN, le commerce a grimpé à près de 1000 milliards de dollars en 2023 et il est en passe de dépasser ce chiffre cette année. Avant d'entrer dans les détails, il est assez clair que la déclaration constitue un signal fort d'une position de plus en plus unifiée, si l'on peut dire, contre la montée du protectionnisme commercial mondial, qui, bien que non nommé explicitement, vise clairement les États-Unis. Les politiques tarifaires agressives du président Donald Trump ont ébranlé les économies mondiales, alors passons en revue les points clés de la déclaration conjointe. La Chine, le Japon et la Corée du Sud et les États membres de l'ASEAN condamnent le protectionnisme commercial. Le groupe met en garde contre, je cite, « l'escalade du protectionnisme commercial ». Cela souligne les inquiétudes concernant les politiques de Trump qui perturbent les flux commerciaux mondiaux et posent également d'importants défis à l'intégration économique des marchés émergents dans l'économie mondiale. Les nations de l'ASEAN indiquent qu'elles vont désormais changer elles aussi de position. Elles vont ajuster leur politique en réponse aux actions de Trump. En privilégiant davantage le commerce transfrontalier régional et en développant des liens pour renforcer leur résilience en utilisant leurs propres ressources. Ainsi, en un sens, cela montre qu'elles adaptent leur politique commerciale en réaction à l'orientation protectionniste de Trump.
Une priorité politique majeure est désormais de, je cite, « renforcer la résilience à long terme dans la région ». Comment vont-ils s'y prendre? Comment vont-ils y parvenir? Et c'est extrêmement important. Le bloc de l'ASEAN affirme ici qu'il va commencer à réduire sa dépendance envers les États-Unis en matière de commerce, de finances et de sécurité économique. Voilà où nous en sommes. Il s'agit d'une réponse logique qui n'est possible que dans un monde où des puissances concurrentes s'affirment de plus en plus. Les dirigeants occidentaux semblent encore sous-estimer l'accélération du passage vers la multipolarité et vers de multiples centres de pouvoir mondial. Cependant, il devient assez difficile de le nier, de rester effectivement dans le déni à ce stade. Le sénateur Marco Rubio a récemment admis que le moment unipolaire était temporaire. C'était une anomalie, a-t-il dit, et j'ai diffusé un extrait pour vous dans une vidéo récente. Ce n'était sans doute qu'un très bref moment de lucidité, rien de plus. Washington reste, bien sûr, très puissant, mais son pouvoir s'affaiblit. Et il n'a à s'en prendre qu'à lui-même, car il utilise habituellement le dollar américain comme une arme. Ce n'est pas propre aux administrations Biden ou Trump. Il s'agit d'une politique qui transcende les clivages partisans et qui constitue, depuis des décennies, le principal moyen de coercition économique. N'oublions pas les sanctions brutales contre la Syrie imposées sous l'ancien président Obama. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, le passage à la multipolarité offre toute une gamme d'options attrayantes à la communauté internationale. Les infrastructures financières et commerciales régionales sont désormais prioritaires, comme en témoigne la déclaration conjointe de l'ASEAN. Ce qui nous amène au point suivant de la déclaration. La Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que les membres de l'ASEAN, cherchent désormais à renforcer le commerce et la finance intra-régionaux. Que cela signifie-t-il concrètement? Eh bien, ils vont étendre l'utilisation de l'initiative de Chiang Mai, qui est un accord régional de swap de devises. Pour les États-Unis, cela signifie que ces pays mettent en place des politiques économiques visant à s'éloigner de la dépendance envers les institutions financières occidentales telles que le FMI et la Banque mondiale. Est-ce que cela affectera la demande pour le dollar américain? Absolument. Cela l'affectera sans aucun doute. Avec le temps, cela pourrait même réduire cette demande de manière assez significative. Mais ce n'est pas tout. Il y a en réalité encore plus. La Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que les membres de l'ASEAN, accélèrent le développement des marchés obligataires en monnaie locale. Voici ce que cela permettra d'accomplir. Cela aidera à réduire les menaces qui pèsent sur leurs économies en cas de choc externe, comme le taux de change du dollar américain et nombreux d'autres aspects liés à la finance. Et finalement, cela les aidera à réduire leur dépendance à l'égard de la domination du dollar américain dans leurs transactions. C'est donc une étape très importante, comme vous pouvez le constater. L'essor des blocs économiques régionaux a des conséquences pour les marchés occidentaux et pour l'utilisation du dollar. L'Asie signale un cadre économique plus autonome qui se concentrera sur la coopération sud-sud, le développement régional et des accords commerciaux et d'investissement à grande échelle, excluant les puissances occidentales. C'est bien sûr un coup porté au dollar américain à long terme si les choses continuent d'évoluer de la même manière. Enfin, les membres de l'ASEAN ont souligné leur soutien au partenariat économique régional global. Et voici ce que cela signifie. C'est également très important. Le partenariat économique régional global est en réalité l'un des plus grands accords commerciaux au monde actuellement en vigueur. Il regroupe 15 pays. Et pouvez-vous deviner un pays qu'il exclut spécifiquement? Essayez de deviner. Il exclut les États-Unis. Encore une fois, la dédollarisation s'accélère et comme vous pouvez le constater, elle prend plusieurs formes. De nombreux acteurs affirment désormais « Vous savez quoi, nous en avons assez »
Et nous allons revoir nos politiques commerciales et plus largement, nous allons ajuster nos politiques économiques pour soutenir le développement régional et favoriser le recours aux monnaies locales. Nous allons nous mettre en position de répondre à cette tempête persistante de tentatives de la part de l'Occident, et plus particulièrement des États-Unis, de nous contraindre économiquement. Et ils sont certainement en bonne voie pour y parvenir. La déclaration conjointe est un signe d'une intégration économique plus profonde au sein de l'Asie. Ces pays montrent qu'ils privilégient désormais les partenariats commerciaux régionaux asiatiques plutôt que les partenariats mondiaux et en particulier occidentaux. En ce qui concerne les implications, il y en a plusieurs que je peux mentionner ici très rapidement. Tout d'abord, les acteurs mondiaux sont effectivement en train de se découpler stratégiquement de l'Occident, car ils reconnaissent les menaces qui pèsent sur leur souveraineté économique et, en fin de compte, bien sûr, sur leur souveraineté tout court. Une surexposition à l'économie des États-Unis, tant en matière de commerce que de finances, est perçue comme un risque majeur. Ainsi, leur objectif maintenant est de réduire ce risque, comme en témoigne la déclaration que je viens de partager. Une autre observation importante que j'aimerais faire ici est que alors que le président Trump cherche à rapatrier la production manufacturière aux États-Unis, ce qui, soyons honnêtes, prend des années à réaliser, ce n'est pas un objectif qui peut être atteint en seulement 4 ans. Ces politiques commerciales semblent avoir entraîné un alignement économique régional sans précédent en Asie. Il a rassemblé des pays ayant historiquement des relations tendues, et bien sûr je parle ici de la Chine et du Japon, et il leur a en réalité offert un moyen de s'aligner économiquement. Je pense que vous serez d'accord avec moi. L'initiative conjointe représente une étape importante dans la transition vers un ordre économique mondial multipolaire. Et l'Asie montre clairement sa volonté d'affirmer une plus grande indépendance et solidarité face aux politiques économiques occidentales, et en particulier américaines. Puisque la guerre des tarifs ne fait que commencer, ce n'est probablement que le début. Car de plus en plus de pays verront les avantages de s'aligner pour soutenir leur développement économique. Dites-moi ce que vous pensez de cette actualité dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Cela fait vraiment la différence. Pensez à vous abonner à worldaffairsandcontext.com. C'est ma page Substack et je vous retrouve ici demain. Profitez bien du reste de votre journée. Prenez soin de vous.